Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver en plein milieu d'une après-midi chaude d'été. Je suis venu me mettre un petit peu à l'ombre, j'aime bien ces ambiances. Aujourd'hui, on va faire une question-réponse. Ça faisait un petit moment, il y a pas mal de vos questions qui ont été récoltées sur Facebook, sur YouTube, sur le site Régénère aussi. On a fait un petit mix de tout ça. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Pierre Dufresne, mon ami Pierre Dufresne qui l'a fait. Pierre qui administre toujours notre Facebook. Quand vous posez des questions sur Facebook, c'est à lui que vous avez affaire. Et je ne sais pas si vous mesurez le niveau des réponses qui vous est donné, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc je vous encourage à aller aussi sur Facebook pour profiter de ce service que vous offre l'association Régénère. On va se faire un petit question-réponse. Il y a plein de questions qui sont arrivées, donc ça va être l'occasion un petit peu de s'amuser, toujours pareil, de s'amuser à, je n'ai même pas à découvrir la physiologie humaine, à s'émerveiller. Je pense que s'il y a bien une dimension qu'on a perdue, c'est l'émerveillement. Vous savez, on a gagné le cerveau rationnel, la rationalité de ce XXe siècle, XXIe siècle, et l'arrogance d'ailleurs de notre rationalité, la rationalité ricanante qui pense pouvoir tout expliquer. Et ce faisant, on est désespérément seul et aigri parce qu'on pense tout comprendre. Et dans ces vidéos, ce que j'espère que vous pouvez toucher du doigt, c'est l'émerveillement. L'émerveillement d'être plutôt contemplateur et au besoin de ne sachant pas expliquer ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment ce qui est vraiment en rupture avec l'approche rationaliste traditionnelle, parce que l'approche rationaliste traditionnelle ne considère pas les choses si elle ne peut pas les expliquer. C'est-à-dire que si elles ne sont pas explicables, elle ne peut pas les considérer. C'est une démarche qui se base avant tout sur la démarche analytique et qui est une démarche qui se pose sur une démonstration. Alors que ce qui vous est proposé dans ces vidéos, c'est à la fois une évidence physiologique sur laquelle on s'appuie, des principes et ainsi de suite, mais aussi une part d'intuition, d'émerveillement, de contemplation, d'être spectateur de quelque chose qui se passe en disant mais je ne sais pas obligatoirement l'expliquer, mais ça a lieu, ça est, et puisque ça est, c'est la réalité. Et ça c'est parfois difficile à comprendre, difficile à accepter au début, parce que nos esprits ils ont été tellement structurés par la nécessité de cette démarche rationaliste qu'on se bute, on dit non mais il me faut des preuves, il me faut des explications, pourquoi ça marche. Et parfois il n'y en a pas, ou il n'y en a pas, elles ne sont pas accessibles pour l'instant, et puis après. Enfin je veux dire, l'important est-il de tout comprendre et de tout analyser, ou l'important est-il que tu aies de l'énergie, de la joie, de l'enthousiasme à pouvoir œuvrer dans ce monde, à arrêter d'être retenu en arrière finalement par tout un mode de vie. Moi en tout cas c'est mon but, et j'espère qu'au travers de ces vidéos, c'est ce qui vous est transmis. On est parti pour une question-réponse, j'avais 2-3 annonces à vous faire avant le début du question-réponse. Alors la première, je suis, alors au regret, je ne peux pas dire que je suis au regret, mais de vous dire que c'est plus la peine de vouloir vous inscrire au stage qui va se passer en début octobre dans les Pyrénées-Orientales, au domaine Belric. Il est complet et même on a été débordé parce qu'en fait je l'ai annoncé le dimanche vers midi avec la vidéo. Et le lundi matin à 8 h, toutes les places étaient déjà prises. Donc il y a 80 places qui sont parties en moins de 12 heures. Vous êtes hallucinant. Bon, ce qui fait que on est déjà en train de scruter le calendrier 2019 parce qu'on va vraiment revenir. Ça faisait 1 an ou 2 qu'on avait quitté le domaine Belric. On va revenir à cette formule-là, c'est-à-dire des stages en plus petit comité. Ça nous convient à tous et à vous aussi visiblement. Et en plus, on va y inclure toute la dimension de l'expérimentation qu'il va y avoir dans ce stage, avec les bains froids, le sauna, la respiration. Vraiment une dimension assez extraordinaire qu'on va vous faire expérimenter et qu'on vous fera expérimenter dans tous les prochains stages qui vont venir de l'association Régénère. Donc, restez attentifs. Vous allez voir apparaître les stages 2019. Il va y en avoir au moins 1 ou 2 entre l'hiver et le printemps. Il y a aussi le projet, qui est plus qu'un projet, de proposer début janvier, février, quelque chose comme ça, un stage spécifiquement orienté vers les thérapeutes, toutes les personnes, alors médecins ou médecine alternative, naturopathes et ainsi de suite, qui veulent parfaire leur formation avec une approche de terrain hygiéniste, qui veulent avoir vraiment... le but, ce sera vraiment d'apporter des modalités pratiques. Je me souviens, moi, quand j'ai fait ma formation aux États-Unis avec Robert Morse, on a eu tout un séminaire qui était essentiellement basé sur des protocoles, c'est-à-dire vraiment des chemins à emprunter avec les personnes que nous rencontrons en fonction des situations. Et je vais proposer une semaine orientée vers les professionnels qui veulent vraiment ajouter cette dimension et qui sera vraiment orientée vers des protocoles, quelque chose de pratique dans lequel ils partiront avec vraiment un moyen d'appliquer directement
directement et de pouvoir apporter cet outil fabuleux qui est le travail sur le terrain par l'approche hygiéniste, de l'apporter aux personnes qui les consultent chaque jour. Donc ça aussi, les dates, elles vont être annoncées très bientôt. Si vous voulez être tenu au courant, vous pouvez passer par le site regenere.org, vous nous donnez déjà votre adresse mail et puis on vous tient au courant dès que le stage est en ligne. Il y a aussi, au titre des annonces, je pense que 2019 verra enfin, je l'espère, mais c'est bien parti pour, verra enfin la deuxième édition des rencontres de la régénération. Vous vous souvenez, c'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant, vous avez été presque 2500 rassemblés le temps de 2 jours et demi de fêtes tout azimut pour fêter le vivant. On va remettre ça. On n'a pas encore le lieu précisément, il se peut que ça se passe au même endroit dans les Cévennes, au camping Isis, parce que ça s'était très bien passé. On va voir, on n'a pas encore tout décidé. Mais oui, la rencontre de la régénération, très certainement en 2019, et pour moi c'est une très très grande joie. Au titre des annonces, enfin, on va ensuite passer aux questions-réponses. Non pas avant de s'être ouvert une petite coco, mais je voulais faire aussi une publicité alors pour un tout petit stage que je soutiens largement parce que ce sont des copains et que ce qu'ils font est extraordinaire et que j'ai pu en bénéficier, que j'en bénéficie encore. C'est des amis qui apprennent aux gens à construire eux-mêmes, à auto-construire ce qu'on appelle des poêles de masse. Et en plus, pas n'importe quel type de poêle de masse. Les poêles de masse, ce sont des poêles à bois qui accumulent la chaleur, c'est-à-dire que tu fais une chauffe par jour, et puis le poêle, il accumule la chaleur, il y a un banc de chauffe, tu peux t'asseoir, c'est toujours chaud. Ils accumulent la chaleur et ils te la restituent pendant toute la journée. C'est d'une efficacité, ça change la vie. Enfin, moi, je l'ai vu chez moi, l'hiver, j'étais obligé régulièrement de venir recharger le feu. Là, je fais une flambée le matin ou une flambée le soir. La plupart du temps, on fait une flambée le soir. Et quand on se réveille le lendemain matin, il fait toujours bon dans la maison. Toute la journée, la température, elle reste stable. Puis le soir, une petite flambée pour être un peu plus confortable. Et ça roule tout seul. C'est d'une facilité déconcertante. Et Yacine et Christophe qui proposent ce stage sont exceptionnels dans leur compréhension du feu. C'est une véritable aventure. Ils vont vous faire changer votre regard sur le feu. Ils proposent un stage d'autoconstruction. En plus, ce stage d'autoconstruction, je vais vous dire, il nous intéresse directement parce que vous allez construire le poêle de masse du bureau de l'association Régénère. Ça se passe chez nous, dans nos locaux, et on va construire le poêle de masse de l'association Régénère. Donc si vous avez envie de participer, je vais vous mettre le lien directement en dessous de la vidéo. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de monde, ils ont besoin de 7 ou 8 personnes maximum. La nourriture, ça sera cru, bio, pastèque, abricots, melon à volonté. Hébergement en tente, vous venez avec votre tente, vous êtes nourris, eux vous apportent toute la technique et vous participez à la construction d'un poêle de masse et quand vous repartez de là, vous avez de quoi construire un poêle de masse chez vous de manière très très simple pour un prix ridicule par rapport à ce que ça coûterait si vous le faisiez si vous le faites réaliser par un artisan. Donc je trouve que c'est une très très belle démarche. Ils sont passionnants, ils sont passionnés et vraiment la rencontre avec eux l'an dernier a été quelque chose d'extraordinaire pour moi. Ça se passe donc du 15 au 19 août inclus dans les Pyrénées-Orientales. Repas compris, hébergement en tente et le lien est en dessous de la vidéo, vous pouvez y aller et ça sera une joie et en plus je vous dis vous œuvrerez pour l'association Régénère pour qu'on ait bien chaud dans nos locaux et vous verrez que nos locaux ne sont pas des buildings de 36 étages avec des lignes internet de partout. C'est rustique, mais par contre on est heureux, qu'on est en beau milieu de la nature et qu'on s'amuse bien, mais qu'on manquait un peu de chaleur. On est parti pour le question-réponse. Je m'ouvre une petite coco quand même pour la forme. À la route, vous savez, j'ai les cocos, je prends l'envers quand vous voulez juste boire le jus dans un premier temps, et puis hop, avec un couteau à huître, hop, vous cherchez le petit endroit un peu plus faible, et c'est parti. D'ailleurs sur les cocos, Eric Viard me disait que c'était un peu la pénurie actuellement. Effectivement, on est en pleine période creuse, donc je sais que les containers, ils sont quasiment prévendus dès qu'ils arrivent. On va essayer d'augmenter la cadence. À partir de septembre, la cadence va être nettement augmentée. Et pour l'été prochain, on va faire en sorte de ne pas avoir ce creux dans la production. Mais elles sont excellentes. Allez, on est parti pour une question-réponse. Ah oui, j'avais prévu de la lecture pour vous aussi. Est-ce que ça vous intéresse ? J'avais envie de vous présenter, il y en a toujours qui me demandent qu'est-ce qu'on pourrait lire cet été et tout. J'avais envie de vous présenter quelques petits documents coup de cœur que j'avais sur mon bureau. Je me suis dit, tiens, c'est le moment de les présenter. Alors, il y a un livre, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur qui s'appelle Günther Schwab. Günther Schwab, c'est un auteur qui est du début du XXe siècle, je crois qu'il est né en 1902 ou 1903, un truc comme ça, à Prague, qui a été prix Nobel de littérature, si je me trompe pas.
Et il a écrit un livre. Attendez, hop là, moi j'ai besoin de mon chronomètre. Il a écrit une série de livres, il a écrit nombreux romans. Et il a écrit un livre, une série de livres, qui a commencé par un document qui s'appelle La danse avec le diable. Puis après, il a écrit La cuisine du diable. Et ensuite, il a écrit un livre qui s'appelle Les dernières cartes du diable. Vous allez me dire, qu'est-ce que le diable a à faire là-dedans? En fait, il a inventé une situation dans laquelle un jour un journaliste reçoit une invitation à aller interviewer le diable. Alors le journaliste dit waouh, c'est l'interview de ma vie. Et en fait, quand il rencontre le diable, il se retrouve au 15e étage d'un building dans une grande mégalopole. Et en fait, le diable, il a un costard cravate et il n'a pas du tout des cornes sur la tête et puis un regard rouge. Hein. Et le diable, tel qu'il le rencontre, lui explique exactement comment il agit dans le monde. Et là, donc, dans La cuisine du diable, c'est... Alors, je ne sais plus de quand il date, hein, il est assez ancien ce livre, c'est assez fantastique, parce qu'il est vraiment ancien. Attendez, je regarde ça. Comment se coule, hein. 1968. Hein, ça date de 1968, c'était l'époque aussi. Déjà, il a tout compris au niveau de la détérioration de la qualité de notre alimentation. C'est hallucinant, il parle d'additifs alimentaires, il parle de transformation à haute température, il parle de pertes minérales, il parle de tout ce qui est notre problématique actuelle. Ça se lit comme un roman, c'est très agréable à lire. Je rêve d'ailleurs un jour ça de le filmer, de le théâtraliser. Il y aurait quelque chose d'extraordinaire. S'il y a quelqu'un qui veut mettre ça en scène, je suis partant moi. Mais Gunther Schwab, ce livre, il est excellent, excellent, excellent. Après, j'avais envie de vous présenter des petits trucs en vrac. Alors, petit coup de pub. Ça fera un peu un teaser avant la série de vidéos qu'il va y avoir sur l'enquête sur la vaccination pour un dessinateur que j'aime beaucoup, 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 que je respecte énormément pour son engagement depuis si longtemps, pour son humour, pour sa simplicité. C'est René Biquel et il a sorti un livre qui s'appelle Vaccination, la grande illusion, qui m'avait envoyé d'ailleurs fort gentiment pendant que je faisais mon travail sur la vaccination en me disant tiens regarde ça va te donner un peu du cœur à l'ouvrage, des éléments et puis beaucoup de rigolade et c'est le cas. C'est le cas et en même temps avec des dessins, vous savez, il a des dessins très très simples, très voilà, c'est très très allégorique comme dessin et en même temps il dit beaucoup. Il dit énormément, avec beaucoup d'humour, parfois grinçant, beaucoup de second degré, mais j'aime énormément ce qu'il fait. Sur l'été, vaccination, la grande illusion, c'est assez amusant aussi. Et puis alors après, moi j'avais envie de saluer une maison d'édition, pareil, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas, donc c'est très bien, comme ça on pourra dire que c'est pas intéressé du tout. C'est des éditions qui s'appellent Imagine un colibri. Et moi qui ai quand même commencé entre guillemets ma vie dans la permaculture et qui reste toujours fasciné et puis même appliquant hein, de ces principes-là, parce que ce sont les principes de la vie qui sont mis en avant dans la permaculture. Et j'ai été très enthousiaste quand j'ai vu que cette maison d'édition traduisait en français nombre d'ouvrages de permaculture qui étaient essentiels. Moi je me souviens, à mon époque, au début quand on a commencé, on avait juste une traduction de Bill Mollison, le fameux Bill Mollison bleu, hein, qui circulait en France. C'était le seul bouquin en français quasiment qu'on avait. Depuis, il y a énormément de choses qui ont été traduites. Et cette édition, Imagine un colibri, ils ont fait des choses extraordinaires. Par exemple, eh bien, ils ont traduit tout un manuel de Rosemary Moreau. Rosemary Moreau, c'est parmi le top 4 ou le top 5 des enseignants en permaculture dans le monde, vraiment digne héritière de Bill Mollison et de David Holmgren d'ailleurs. Et ils ont traduit en français un manuel d'apprentissage pas à pas de la permaculture. C'est génial. Si vous avez un terrain ou que vous avez envie d'avoir un terrain, franchement, lisez ça, ça va vous changer votre regard sur le vivant. Et donc j'ai été très touché, Rosemary Moreau est une personne qui m'a formé. Et puis ils ont aussi sorti 2 bouquins qui sont très intéressants de Sepp Holzer. Sepp Holzer, c'est un Autrichien qui a été fortement médiatisé à une époque parce qu'il a une ferme en Autriche à 1000 et quelques mètres d'altitude dans laquelle il fait pousser une abondance végétale et fruitière absolument hallucinante. Et donc ils ont 2 livres de Sepp Holzer qui sont très intéressants. Celui-là est très inspirant, ça s'appelle Désert ou Paradis, où il parle beaucoup aussi de l'expérience qu'il a menée dans le sud du Portugal, dans une communauté qui s'appelle Tamera, où il a fait énormément de travail. Et c'est magnifique, c'est super inspirant, c'est très simple, ça vous montre que le vivant est ultra simple. Et puis un autre livre qui s'appelle La permaculture de Sepp Holzer. Ils en ont d'autres hein, à Imagine un colibri. Moi j'avais ceux-là sur le bureau, j'avais envie de vous les présenter. La permaculture de Sepp Holzer, l'agriculteur rebelle d'Autriche, guide pratique pour jardin et production agricole diversifiée. C'est vraiment très intéressant, c'est une très belle porte d'entrée. Donc je vous le recommande
hautement. Et puis ensuite, moi, je fais encore un petit coup de pub aux copains Cévenol que j'aime particulièrement. C'est la revue Fruits oubliés qui a vraiment besoin de votre soutien. C'est une revue, moi, que je trouve extraordinaire parce que c'est la revue de la diversité fruitière qui s'intéresse vraiment à tous les fruits anciens. Si vous êtes amateur de fruits, il faut les soutenir, il faut garder ce patrimoine fruitier en France. J'espère que cette année, on va retourner un petit peu chez Raphaël Colicci, avec qui j'avais fait déjà une vidéo. J'aimerais vraiment beaucoup aussi faire le tour des pépiniéristes engagés dans le sud de la France, au moins. Je sais qu'il y en a dans le nord aussi, hein, mais moi, je vais pas faire des kilomètres et des kilomètres. Les pépiniéristes engagés du sud de la France, pour qu'ils présentent un petit peu leur travail de conservation, de sélection des fruits anciens. Il y a énormément à faire, il y a tellement plus de diversité que ce qu'on nous montre généralement. Donc la revue Fruits oubliés, vous pouvez vous y abonner, ça sera un acte de militance, un acte de soutien pour une super revue. Et en plus, ça vous permet, sur la plage, d'apprendre énormément et de vous projeter dans un avenir dans lequel vous serez vous-même producteur alimentaire, ce que je trouve être l'une des plus belles choses qui soit faire un jardin, planter des arbres. En tout cas pour moi c'est quelque chose qui me remplit d'une joie immense. Allez, on est parti. On est parti. Alors, donc Pierre Dufresne m'a classé les questions. Donc, il y a des questions qui viennent de Facebook et il me dit voilà le podium des pouces bleus. Donc, sur Facebook, vous mettez des pouces bleus. Donc, voilà le podium des pouces bleus. Il y a une question à 29 pouces. Attention, là, on rentre dans le haut du panier. Une question de Petite Marie. Bonjour Pierre et Thierry. Avant tout, merci pour votre travail à tous les deux et vos vidéos. Super. Néanmoins, je sens, alors donc elle nous remercie pour tout ce qui a été fait. Néanmoins, je sens qu'il me manque encore une approche. Car et tu le suggères également dans tes vidéos Thierry, ne faut-il pas considérer l'être humain dans son ensemble et donc ne pas dissocier l'esprit du corps pour aller vraiment vers la loi du vivant et de la régénération? Bah ouais, bien sûr, on est un esprit, on est un corps. Tu as déjà évoqué ton parcours et le choix que tu as fait il y a des années vers le pardon pour aller vers la guérison. Absolument. Peux-tu aujourd'hui nous en dire plus sur comment reconnecter notre corps et notre esprit? Alors là, pour le coup, je vais passer pour un gourou. Là, on rentre dans le spirituel. Y a-t-il des méthodes, des pratiques comme le jeûne, mais pas qu'alimentaires, pour se reconnecter à soi et lesquelles pratiques-tu régulièrement? Bonne journée à tous les lecteurs également. Reconnecter le corps et l'esprit. Tu sais, c'est marrant parce que chaque fois qu'on me parle de reconnecter le corps et l'esprit, en fait, moi j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui te prouve qu'ils sont déconnectés? Enfin, je ne crois pas qu'ils soient déconnectés, je ne pense pas qu'ils soient déconnectés. Ce que je pense, c'est qu'on a ce fameux cerveau rationnel, d'ailleurs, tu vois, on était vraiment dans le sujet, ce cerveau rationnel, ce mental qui analyse tout, qui vient, c'est ce que moi j'appelle la boîte à poux d'une certaine manière, qui vient toujours donner son avis sur tout en permanence, et qui vient quelque part faire du bruit, du larcène, hein, du brouillage, en fait, finalement, dans cette union corps-esprit que nous sommes. Hein, un être humain, c'est une union corps-esprit, c'est rien d'autre. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut arriver à faire taire de temps en temps, à calmer un petit peu. Mais qu'est-ce que je pratique moi au quotidien? Je pratique pas grand-chose en fait. J'ai beaucoup pratiqué de choses. À un moment de ma vie, j'ai beaucoup cherché. J'ai fait beaucoup de méditation. J'ai pratiqué ce qu'on appelle le zazen. Je suis resté pendant des heures assis sur un zafou. Je cherchais, je ne sais pas ce que je cherchais. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'avais pas trouvé. Tu sais, je vais reprendre une chanson de Bono, là, tu sais, But I still haven't found what I'm looking for. Je n'ai pas encore trouvé ce que je cherche. Et je suis resté assis sur un zafou pendant des années et je n'ai pas trouvé ce que je cherche. Parce que je pense que je cherchais une expérience, je cherchais un moment de rupture, une illumination. Et dans mon expérience, ça n'a rien à voir avec ça. La connexion corps-esprit, elle est là. Elle est là et il y a juste du brouillage par-dessus. Moi, ce que j'aurais envie de te dire par rapport à ta demande, c'est ce sur quoi est basée toutes ces vidéos, c'est te dire tout est là, tout est en toi, tout est présent. Il n'y a pas à le chercher, il y a à le contempler, il y a à l'écouter. Et je me méfie énormément des dénominations religieuses. Tu l'as vu, autant je suis quelqu'un de, je crois, croyant, profondément croyant, délibérément croyant, autant je me méfie de toutes les démarches religieuses. Parce que les démarches religieuses elles ont tendance à valoriser le fait que tu fasses partie d'un petit club fermé, et puis c'est toujours pareil, quand tu fais partie d'un petit club fermé, le club juste à côté, c'est les cons de service. C'est toujours pareil, à rejeter. Donc j'espère ne pas faire partie de cette approche-là du tout. Moi je me souviens d'un verset du Deutéronome, donc dans la Bible, qui dit « C'est dans le calme et le silence que se trouve ta force ». Et je sais aussi que Jésus dit, au début de l'évangile de Jean, il dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ».
pour ça que je me dis que toute personne qui cherche sincèrement la vérité et qui la cherche dans le calme et le silence, comme nous l'engage le Deutéronome, qui cherche à l'intérieur la vérité, eh ben, d'une certaine manière, il va être amené à contempler la même vérité que moi et qu'on va tous rencontrer la même vérité. Et ouais, moi je crois que l'essentiel, c'est de comprendre qu'il y a des comportements qui sont contraires à la vie. Tu vois, pareil, tu me parles de spiritualité, c'est marrant parce que moi qui suis croyant, je te dis, je lis au début de l'évangile de Jean, par exemple, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si Jésus est la vie, chaque fois que je parle de la vie et du vivant, c'est son émanation, c'est sa présence vivante en nous d'une certaine manière. Et chaque fois que je contemple la vie, chaque fois que je participe à ce qu'un être vivant soit plus vivant encore, quelqu'un qui est au bord de la mort, comme j'ai pu l'être moi, soit plus vivant, mais quelque part, je contemple cette action-là en cette personne. Et pour moi, cette dimension de la contemplation et l'émerveillement, elle est essentielle. Je ne crois pas que ça demande des rituels particuliers, je ne crois pas que ça demande des pratiques particulières. Je pense que ça peut être intéressant de se réserver quand même des moments de silence et de quiétude dans la journée, mais ce silence et cette quiétude, tu vas les trouver là où tu veux, dans ce que tu veux. Moi, je me souviens, il y a une longue période de ma vie où ma façon de méditer, c'était de rouler très vite en voiture. Parce que quand je roulais très vite en voiture, d'un seul coup, je me retrouvais concentré ici et maintenant, dans cet instant-là. C'est une façon de faire le vide dans ma tête. Alors bon, certes, extrêmement dangereuse, mais c'était ma façon à moi. Et chacun va trouver sa façon, alors peut-être pas obligatoirement celle-là, mais sa façon de faire le vide. Enfin, de faire le vide. Pas de faire le vide, de faire silence. De dire à son mental, à sa boîte à poux, tais-toi, un peu ta gueule, un petit peu. Tais-toi, arrête d'avoir des avis sur tout, arrête de vouloir tout analyser, arrête de vouloir tout comprendre, arrête d'avoir ton petit mot sur toute chose et contente-toi d'être un contemplateur, un émerveillé, un reporter un peu, tu vois, tu es là, tu es un reporter le plus neutre possible de ce que tu aperçois. Et dans la contemplation de ce monde, de cette création, je pense que tu réalises, enfin, que tu arrives à réaliser que le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Donc il n'y a pas à les réunir. Ils ne sont pas séparés. S'ils étaient séparés, ils sont séparés le jour où tu es mort, quoi. C'est tout. Tant que tu n'es pas mort, tant que tu es vivant, ton corps et ton esprit ne sont pas séparés. C'est une erreur, je pense, de dire que le corps et l'esprit sont séparés. Il y a juste un petit peu de tintamarre par l'espèce de monsieur je sais tout en permanence. Tu sais, c'est le schtroumpf à lunettes, quoi, qui débarque. Eh oui, mais le grand schtroumpf a dit et tout, mais tais-toi, quoi, un petit peu. Ou tu finis comme le barde Assurance Tourix, accroché à son chêne, et puis là, c'est très bien. Je crois que c'est juste ça le challenge. Donc y a-t-il des pratiques? Il est certain que le jeûne peut amener un espace de silence, de tranquillité qui est favorable à ça, mais pas toujours. Moi je me souviens avoir des personnes qui m'ont dit, moi j'ai jeûné pour des raisons spirituelles et j'ai passé mon temps de jeûne à passer des poulets frites devant mes yeux. Si tu es harcelé par la faim et que tu penses qu'à manger, tu verras qu'il ne sera pas très spirituel ton jeûne. Donc le truc, c'est que là encore, on nous persuade que c'est compliqué. On nous persuade qu'il faut tout un processus, tout un cursus, et en fait, pareil, pour reprendre moi le livre qui fait référence pour moi, la Bible, il te dit bien, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Il est à l'intérieur de vous et le royaume de Dieu, il est tout proche. Il est vraiment tout proche. D'ailleurs, il parle même des enfants en disant les enfants sont très proches du royaume de Dieu, parce que je pense qu'effectivement, quand tu observes un enfant, la notion de temps, d'obligation et choses comme ça, elle lui est totalement étrangère. Je pense qu'il est beaucoup plus vissé dans l'instant présent que nous pouvons l'être. Et l'enfant est beaucoup plus proche du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est tout proche. Il est tout proche. Et d'ailleurs, il dit bien, repentez-vous. Repentez-vous, c'est changer de direction. C'est, au lieu d'être toujours tourné vers l'extérieur en permanence, retournez-vous. Retournez-vous vers l'intérieur et rendez-vous compte que le royaume, il est proche. Il est tellement proche qu'il est à l'intérieur de toi. Et que c'est par cette introspection, cette aventure intérieure, cette recherche en soi, mais pas qu'il suit un protocole particulier, enfin je veux dire, on ne fait pas de la gym là, tu vois, il n'y a pas une méthodologie particulière, en tout cas j'y crois pas, en tout cas pour moi-même, peut-être parce que je suis trop paresseux, mais je ne le fais pas avec un protocole particulier. J'essaie d'aménager dans ma journée des temps de repos, de contemplation et de repos sans plus en faire. Voilà ce que je pourrais te dire. Peut-être pas un spécialiste du truc pour en parler. Mais en tout cas, voilà, j'ai renoncé à toutes les démarches volontaristes, d'astreinte et ainsi de suite. Je ne pense pas que ça soit nécessaire. Je ne pense absolument pas que ça soit nécessaire. C'est encore des « il faut » qu'on nous impose dans tous les sens et qui ne riment pas à grand-chose.
Voilà, bah écoute, j'espère que j'ai répondu à ta question, que tu vas pouvoir te reposer tranquillement et contempler tranquillement la vie qui est en toi. Mais c'est vrai que quand tu jeûnes, tu peux contempler la vie qui est en toi. Mais simplement, tu t'assois, tu écoutes ton cœur battre et tu contemples la vie en toi. Et si tu contemples la vie, ben, tu contemples cette... En fait, je pense que le grand basculement, il se fait quand tu réalises que quelque chose que tu crois être seulement un concept, la vie, la vérité, et ainsi de suite, n'est pas un concept. C'est une présence, et une présence vivante. Le jour où tu réalises, et ça, je sais pas, ça vient quoi, à force de le considérer, à force de le ressentir, et ainsi de suite, le jour où tu arrives à réaliser que la vérité, la vie, n'est pas un concept intellectuel, n'est pas un principe, mais est vraiment, quand je dis une présence vivante, c'est une personne, quelque chose avec qui tu peux bâtir même une relation, avec qui tu peux échanger, tu peux discuter. Je pense que tu as réalisé que tout est là, que tout est présent, et tu as ouvert les yeux d'une certaine manière sur le fait que le corps et l'esprit ne sont jamais séparés, et que la vérité, et le chemin et la vie est en toi directement, et que c'est là, et que tu l'avais toute ta vie à côté de toi, que tu marchais avec, que tu avançais avec, mais simplement que tu étais brouillé par cette espèce d'agitation mentale complète qu'il y a en permanence. Voilà un petit peu ce que je pourrais en dire. Question de Victoria Lemaître. Bonjour Thierry, comme tu le sais, je continue ma route sur le chemin de la régénération, c'est top. Ce n'est pas évident tous les jours, mais dans l'ensemble, ça va bien mieux qu'avant. J'ai plusieurs questions. La première, y a-t-il des risques pour la santé sur le long terme à faire des lavements tous les jours, matin et soir? Non, il n'y a pas vraiment de risque. Par contre, moi je vais te dire, si c'est à long terme, il y a un souci. Parce que normalement, ta fonction intestinale, ton péristaltisme intestinal fonctionne. Je veux dire, en théorie, le lavement reste encore et toujours un artifice. Cet artifice est là pour un temps, pour pallier à une déficience du système, c'est-à-dire trop de congestion, trop d'épuisement, trop de fatigue, qui fait que l'onde péristaltique ne se propage pas dans les intestins normalement. Mais au bout d'un moment, on devrait pouvoir s'en passer. Si on reste prisonnier de la béquille, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration. Donc il y a un souci à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de risque pour la santé sur le long terme. Par contre, ça ne devrait pas advenir. Voilà un petit peu ma façon de voir les choses. Tiens, je regarde le chronomètre. On fait une coupure et je te prends la deuxième partie de ta question. Allez, deuxième partie de la question. Donc oui, mais tu sais, c'est un peu comme si tu me disais, j'ai besoin de me faire des intraveineuses de Quinton tous les jours, est-ce qu'il y a un risque? Non, il n'y a pas de risque, mais par contre, tu ne peux pas passer ta vie à te soigner, quoi. Tu ne peux pas passer ta vie à lutter contre la faiblesse, que je ne vais pas appeler la maladie, ou des mécanismes régulateurs un petit peu trop importants, pour ne pas dire maladie. Parce que ce qu'on appelle maladie, la plupart du temps, ce sont des mécanismes de réparation, des mécanismes régulateurs. Plus intéressant, je pense, de dire mécanisme régulateur, parce que ça évite de jeter cette chape de négativité. Tu vois, quand tu dis je suis malade, tout de suite, c'est le truc, il faut en sortir le plus rapidement possible. Mécanisme régulateur, non, c'est un processus du vivant qui tend en permanence vers la pleine santé. Donc voilà ma réponse. La deuxième, j'ai arrêté de fumer depuis 5 mois et j'ai fait une succession de jeûnes, notamment un de 18 jours. Chapeau, ça c'est de l'engagement. Mais à chaque reprise alimentaire, je tombe dans la boulimie. Et même lorsque je ne mange que le soir, je mange du gras et ensuite du sucre et en grande quantité. Est-ce dû à une phase de transition dans tous ces bouleversements? J'espère que cela va se réguler. Pour finir, j'aimerais apporter mon témoignage dans le cadre d'une recherche de témoins, car tu as changé ma vie. Ah ben, je te remercie, mais je toujours preneur de témoignages. Vous savez, si vous avez des beaux témoignages à envoyer, mais vous prenez votre téléphone portable. Attends, tu prends ton téléphone portable, moi je baisse ma paille. Tu prends ton téléphone portable, moi c'est comme ça que je commençais ma vidéo, tu prends ton téléphone portable, tu te filmes et tu témoignes. Court si possible, 3-4 minutes c'est idéal, vous donnez un témoignage et vous nous l'envoyez par le formulaire de contact du site regener.org, ça sera top niveau et moi je les compilerai, j'en ai toujours besoin. À la fois déjà je les passe à l'équipe, ça motive tout le monde, ils sont contents, ils disent ah bah tiens c'est super ce qu'on fait. Et puis nous à notre niveau ça permet moi ça me permet ensuite de faire des vidéos pour vous apporter ces témoignages, donc n'hésitez pas. Donc à chaque reprise alimentaire tu tombes dans la boulimie. Excuse-moi je relance ça. Tu tombes dans la boulimie. Il faut bien penser que le jeûne est une privation. Le corps n'aime pas être privé d'une certaine manière. Je veux dire, le jeûne, dans la nature, le jeûne existe, mais le jeûne est subi. C'est-à-dire que les animaux vont traverser une période où il y a une raréfaction de la ressource alimentaire.
Je ne pense pas que, hors état de faiblesse, quand il se blesse ou des choses comme ça, un animal jeûne spontanément, se fasse des séries de jeûnes. Donc le jeûne est vécu comme un stress par l'organisme, c'est normal parce qu'en fait, dans le jeûne, il y a une mobilisation des ressources de l'organisme pour aller vers trouver de la nourriture. Parce que si dans le jeûne on était bien installé puis qu'on restait comme ça, il y aurait le risque de mourir d'inanition. Donc c'est normal. Il y a une mise en branle de tas de processus, hormones, adrénaline et ainsi de suite. On a l'acuité visuelle qui s'améliore, la focalisation visuelle qui s'améliore, on a plus d'énergie et ainsi de suite pour aller chercher de la nourriture et répondre à ça. Donc, je dirais, si tu enchaînes beaucoup de jeûnes, que tu perds beaucoup de poids, que tu perds une grosse partie de masse grasse, pour le corps, ça fait des gros bouleversements très très rapides. Et qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à revenir à ce qu'il était avant, automatiquement. Donc des phases de boulimie dans ce cas-là, je ne dirais pas que c'est de la boulimie, ce sont des phases compensatoires. Ça veut quand même peut-être dire que tu vas un petit peu trop vite, trop fort. Moi, voilà ce que je comprendrais. Et puis, tu sais, il n'y a pas une formule qui convient à tout le monde. Je veux dire, pour certains, le jeûne va être très bien, pour d'autres, ça va être de faire un repas par jour, pour d'autres, 2 repas par jour, pour d'autres, de faire du jeûne intermittent, pour d'autres, de sauter un jour sur 2 pour faire du jeûne. 18 jours, c'est un gros engagement. Tu as dû perdre beaucoup de masse grasse que le corps cherche à compenser. C'est tout à fait possible. Et tu sais, je ne suis pas persuadé que ce soit en maintenant un repas par jour, parce qu'en maintenant un repas par jour, tu maintiens la pression sur le corps d'une certaine manière. Parce que là aussi, dans un monde où tout le monde mange 3, 4, 5 fois par jour, manger une seule fois par jour, c'est être un ovni. Donc, tu vois, moi je ne ferais pas comme ça. Je ne ferais pas comme ça. Moi je sais que quand je sors de jeûne, je mange. Je mange parce que je sais de toute façon que mon corps va reprendre. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent aux gens qui sont en surpoids. Je leur dis, vous allez perdre du poids avec le jeûne, mais vous risquez d'en reprendre une partie. C'est naturel. Le but du jeûne n'est pas de vous faire perdre du poids par l'absence de nourriture. Le but du jeûne, c'est de réguler vos mécanismes d'équilibrage du poids. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que tu es en surpoids? Qu'est-ce qui fait que ton appétit est au-delà? Qu'est-ce qui fait que ton métabolisme est trop faible? Qu'est-ce qui fait que tout ça s'est dérégulé? Et dans le jeûne, on va essayer d'équilibrer tout ça. C'est tout. Donc voilà un petit peu comment je peux te répondre. Je pense qu'il y en avait d'autres de questions comme ça. J'en avais vu passer une autre. Comment sortir de la boulimie après un jeûne sec? Je dirais dans l'absolu, si vous êtes parti dans des crises de boulimie après un jeûne sec, d'une certaine manière, je dirais donner à manger à votre corps. De toute façon, les crises de boulimie, elles disent toujours quelque chose par rapport à de la restriction, par rapport à un manque, par rapport... Alors, et puis bon, c'est toujours pareil. Si on considère que l'alimentation n'est qu'une petite part de la nourriture que nous recevons au quotidien, peut-être essayer de compenser autrement par la relation avec les autres, par d'autres formes de nourriture qui vont permettre de mettre l'alimentation un petit peu au second plan. Voilà un petit peu comment je le verrai. Geneviève, avec 21 pouces. Alors donc 29 pouces, c'était Petite Marie, 25 pouces, c'était Victoria, 21 pouces, Geneviève Moutier. Que penses-tu de l'usage de la vitamine C, l'acide L-ascorbique, dans le traitement de certaines maladies ou en usage préventif? Alors, je ne crois pas aux maladies. Déjà, d'emblée, je ne crois absolument pas aux maladies. Je pense qu'il y a des mécanismes régulateurs, que ces mécanismes sont parfois désagréables, qu'on a appelé ça maladie et qu'on croit que c'est un problème. Alors parce qu'on croit que c'est un problème, on cherche à les supprimer, alors que ce ne sont que des mécanismes régulateurs. Déjà. Alors ensuite, qu'est-ce que je pense de l'usage intensif de la vitamine C? Alors la vitamine C qu'on peut prendre sous forme de poudre, acide L-ascorbique, qu'on peut prendre sous forme d'intraveineuse, même dans des cas extrêmes, qu'on peut prendre aussi maintenant, il y a une nouvelle forme qui est très intéressante, qui s'appelle la vitamine C liposomale. Je sais qu'à une époque, Michel Dogna en a beaucoup parlé. Il a beaucoup fait pour que la vitamine C liposomale soit bien connue en France. Et c'est super, parce que ça permet d'avoir des résultats. Liposomale, ça veut dire que la vitamine C est encapsulée dans une matière grasse. La plupart du temps, c'est de la lécithine de soja. On peut même se le produire chez soi. Et visiblement, ça donne des résultats similaires à la vitamine C sous forme d'intraveineuse, sans l'inconvénient de devoir traverser la peau, ce qui est toujours très très confortable. Qu'est-ce que j'en pense? Si tu veux, c'est toujours pareil. Si on a recours à un complément, c'est que déjà, il y a une forme d'épuisement de l'organisme qui est allé déjà bien loin. Mais que, en remède d'urgence, je pense que c'est une très bonne idée. C'est un très bon antioxydant, la vitamine C. Moi, je sais que j'ai une personne très proche qui est âgée, qui a eu des difficultés cet hiver. Et le premier truc auquel j'ai pensé pour la renforcer pour l'hiver prochain, c'est de lui faire une grosse cure de vitamine C liposomale. Et parce que ça me semble la meilleure approche, effectivement, pour renforcer les personnes. Donc,
je suis pas fanat des compléments, parce que pour moi, le complément, c'est déjà un signe que le corps n'y arrive plus. Mais, il faut être pragmatique aussi. Si ton but, c'est de vivre, je veux dire, tout dépend si tu veux démontrer une théorie ou si tu veux vivre. Si tu veux vivre, tu restes pragmatique et il y a un moment où tu peux avoir besoin de te surcharger en vitamine C, en antioxydants. Non, je pense que c'est pas quelque chose de négatif. Linus Pauling avait beaucoup travaillé sur les méga doses de vitamine C et avec beaucoup de succès. Donc non, ça me semble super bien. Alors ensuite, ça tourne entre 15 et 5 pouces bleus. Pierre m'a fait un florilège. Qu'est-ce qui travaille bien ce Pierre? Alors le jeûne quand il devient dangereux. C'est une question de Myriane Châteauneuf. Depuis les dernières années, je passe d'un hôpital à l'autre car les médecins ne trouvent pas. Fibromyalgie, Lyme, dengue hémorragique que j'ai eu au Costa Rica, fièvre, infection de parasites chroniques, maladie neurologique. Bon, tu as conscience que tout ça, ce ne sont que des expressions symptomatiques d'un même terrain qui est un terrain d'épuisement. Je veux dire, tu peux essayer de combattre la fibromyalgie, la maladie de Lyme, la dengue hémorragique, la fièvre, les infections de parasites chroniques, la maladie neurologique séparément. Moi, je te le déconseille et j'irai plutôt voir les sources de l'épuisement. J'ai des crises et ne peux vivre normalement. J'ai souhaité faire un jeûne pour rentrer cette routine et me sauver, mais après seulement 2 jours de collation réduite et 2 jours sans manger, mais avec de l'eau, j'ai eu une fatigue plus qu'extrême et des fortes palpitations. Ben oui, normal, tu es épuisé. Les palpitations, ça indique un système qui est à la limite de sa capacité adaptative. D'un seul coup, il n'en peut plus. Tu vois, un peu comme les crises de panique et des choses comme ça. On est à la limite, vraiment à la limite, voire on la dépasse légèrement un petit peu la capacité adaptative de l'individu. J'ai une fatigue plus qu'extrême. Alors ça, c'est intéressant aussi. Ça prouve bien que l'alimentation, quelle qu'elle soit, a un rôle très stimulant. Tu es fatigué, tu manges, hop, d'un seul coup, tu te sens mieux. C'est pas parce que l'alimentation t'a donné de l'énergie, ça veut dire que l'alimentation t'a stimulé. Parce que l'alimentation, dans un premier temps, ne te donne pas de l'énergie, elle t'en prend parce qu'il faut digérer. Je marchais comme une personne en fin de vie à peine, pouvoir mettre un pied devant pour aller uriner, plus crise de palpitation du cœur. Je croyais réellement mourir si je ne cessais pas. Puis-je jeûner ou pas? Si oui, comment? Toujours pareil, tout le monde peut jeûner. Après, combien de temps, dans quelles circonstances, ça par contre c'est du domaine individuel. Si tu me dis qu'au bout de 2 jours tu es à l'agonie totale, tu as 2 possibilités, c'est toujours pareil. C'est à toi de fixer la limite. Tu as 2 possibilités, supporter, endurer, parce que tu te dis c'est pas la mort, je peux supporter ça, ou ne pas le supporter. Et si tu ne le supportes pas, t'arrêtes. Et là tu as la limite absolue à laquelle tu peux arriver. Et puis tu commences par faire 2 jours de jeûne et c'est déjà très très bien. Après, quand on est dans des états pareils, moi il me semble que déjà on a poussé la machine un petit peu trop loin. Et peut-être que le jeûne de plusieurs jours n'est pas pour l'instant indiqué pour toi. Mais tu commences par du jeûne intermittent, par un seul repas par jour, par sauter les repas 1 jour sur 2 par exemple. Et puis tu mets en place d'autres techniques pour favoriser cette fameuse loi de l'hormèse, le renforcement de l'organisme, comme on en parle, comme on va le mettre en œuvre dans le stage qui va se passer en octobre, comme je vais vous le présenter dans toute la série de vidéos en octobre qui va s'appeler Vaincre l'épuisement. Ça va être un début de rentrée fabuleux. Septembre, la vaccination, enquête sur la vaccination. Octobre, vaincre et sortir de l'épuisement. Vous allez voir, ça va être 2 grands moments de régénère, je pense. Donc voilà. Puis-je jeûner ou pas? Oui, tout le monde peut jeûner, tout le monde peut absolument jeûner, mais dans quelle mesure? Là, il me semble que tu étais quand même à la limite de ta capacité adaptative. Voilà. Question de Marc. J'ai depuis 2003 une algie vasculaire de la face. Une maladie extrêmement douloureuse, les médecins ne comprennent pas d'où viennent les douleurs. Je prends un médicament pour éviter ces symptômes, mais j'aimerais les arrêter. As-tu déjà entendu parler de cette maladie? Ouais, j'ai un proche, j'ai connu une personne qui avait ces algies. Donc, les algies, ce sont des douleurs diffuses qu'on n'arrive pas à lier à une cause précise. C'est des sortes de migraines d'une certaine manière, dit grosso modo. C'est des sortes de migraines et on a du mal à cerner une cause unique. Mais d'ailleurs, ça c'est le leurre de la médecine actuelle, c'est de penser qu'à une manifestation symptomatique, il y a une cause unique. Il n'y a pas de cause unique au niveau des algies vasculaires de la face. Par expérience, ce qu'on y retrouve, on y retrouve des phénomènes d'inflammation. On a une inflammation cérébrale qui est maximale. On a très souvent une rupture de ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire que cette barrière qui protège toute la partie du système nerveux central, le cerveau, les méninges, eh bien, elle laisse passer énormément de choses. Comme il y a de la porosité au niveau des intestins, il peut y avoir de la porosité au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Et donc, il y a pas mal de toxines qui passent du sang
à l'intérieur du système nerveux central, ce qui ne fait qu'augmenter la réaction inflammatoire à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai entendu parler de cette maladie? Oui. Est-ce que j'ai une solution à te proposer? Non. Par contre, ce dont je peux te témoigner, c'est que je connais au moins 2 personnes qui avaient des manifestations de type algie vasculaire de la face, ou algie tout court, hein, algie de la face, qui, en réformant leur alimentation, en mettant vraiment un très grand soin à leur environnement, je parle particulièrement au niveau ce qu'elles inhalent au quotidien, donc les matériaux qui sont utilisés dans leur maison, les réseaux électromagnétiques aussi, Wi-Fi, électricité et ainsi de suite, qui peuvent vraiment aggraver des cas d'algie, surtout si elles sont liées à des inflammations cérébrales. Donc en réformant leur alimentation, en pratiquant du jeûne et en faisant attention à leur environnement, à dépolluer d'une certaine manière leur environnement, sont passés sur l'échelle de douleur de 10 sur 10 à 2 sur 10 environ, 2 ou 3 sur 10 pour l'une. Donc avec des énormes améliorations. Je ne sais plus où elles en sont maintenant parce que ça fait 1 an ou 2 globalement, donc je n'ai pas suivi directement. Mais je sais qu'en tout cas, ces personnes ne sont plus handicapées du tout. Donc je pense qu'il y a vraiment un chemin à suivre et à expérimenter, mais je te dis, il n'y a pas de cause unique, c'est un ensemble. Pour moi, c'est un ensemble quand même qui est fortement lié à l'inflammation. Ensuite, une question de Sandy. Alors là, j'ai plus les pouces, donc je ne sais pas si c'est une question à combien. Combien on me paye pour cette question? Combien de pouces bleus je reçois pour cette question? Jeûne diurne ou nocturne? Donc Sandy, coucou Sandy, salut Sandy, on se connaît bien. Nous sommes des animaux diurnes. Ouais. Donc diurne, ça veut dire qu'on vit et on agit de jour. Le système digestif devrait se mettre au repos et se nettoyer la nuit. N'est-il pas plus logique de jeûner le soir plutôt que le matin? Le matin, nous avons une grande capacité digestive. Ah bon? Alors que le soir, il y a moins d'énergie et moins d'enzymes. Ah bon? Sauter le repas du soir et non le repas du matin me semble plus adapté à une bonne régénération, d'autant plus pour les personnes épuisées. Qu'en pensez-vous? Je ne pense pas que tu me vois maintenant, Sandy, donc j'imagine que ça s'adressait à Pierre et moi. Alors, on va reprendre. Bon, déjà, premièrement, tu fais ce que tu veux. Globalement, hein, Sandy, tu fais strictement ce que tu veux. Si ça te va bien de manger le matin, de sauter le repas du soir, à la bonne heure. Tant que ça marche, ça marche. Pas trop cérébraliser, hein. Comme disait l'autre, no brain, no headache, hein. Pas de tête, pas de mal de tête. Et parfois, voilà, la boîte à poux, là, tu vois, qui nous empêche de réaliser que le corps et l'esprit sont ensemble, on l'a fait se taire un petit peu. Donc, si ça te va bien, vas-y, fonce, régale-toi, et puis les jours où ça ne t'ira plus, ben, tu changes. Déjà, premièrement. Ensuite, nous sommes des animaux diurnes, donc le système digestif devrait se mettre au repos et se nettoyer la nuit. Quand même, au niveau physiologique, j'ai quand même quelques éléments à t'apporter. Tu me dis, le matin, nous avons une grande capacité digestive. C'est faux. C'est absolument faux d'un point de vue physiologique. Le matin, c'est le moment où on voit une acrophase d'une hormone. L'acrophase, ça veut dire que c'est le pic maximal. Hein. Les hormones, elles varient suivant des cycles, hein, qu'on appelle des cycles chronobiologiques. Et il y a l'acrophase d'une hormone qu'on appelle le cortisol. Hein. Le cortisol, c'est une hormone qui est produite par les glandes surrénales et qui est donc à son maximum le matin, vers 8-9 heures. Et le cortisol, globalement, il réalise une véritable résistance à la nutrition. Hein. Il bloque la production d'enzymes et ainsi de suite. Il bloque l'action de la plupart des autres hormones. Donc globalement, le matin, pour une personne qui fonctionne bien, c'est le dernier moment pour manger, d'un point de vue physiologique. Mais ça ne doit pas t'empêcher de manger, si tu veux. Mais d'un point de vue physiologique, ce n'est pas justifiable que ce soit le meilleur moment pour manger. Ce n'est certainement pas le moment où on a le plus d'enzymes digestifs. Ça, en aucun cas. Ensuite, nous sommes des animaux diurnes. Or, il faut bien comprendre que pour que la digestion, hein, l'action digestive dans le corps, alors je suis désolé, il y a un petit peu de bruit derrière parce que là, on est, ben, tu vois, je vous parlais du Tage Régénère qui allait servir à construire le poêle de masse dans les locaux de l'association. Là, on est en train de casser un mur derrière, un mur de la grange, donc, dans laquelle va être construit le poêle de masse. Donc on est en plein dedans. Donc il y a un petit bruit de marteau-piqueur derrière parce que les copains sont en train de casser le mur pendant que je me régale à faire une vidéo. Tu vois la planque, hein, bon plan. La digestion est gouvernée par le système nerveux parasympathique, c'est-à-dire le système nerveux qui préside quand nous sommes au repos. Donc en journée, pendant la phase d'action, c'est le système nerveux sympathique d'adaptation qui a la prédominance. Donc d'un point de vue physiologique, là encore, tu ne digères jamais aussi bien que quand tu es au repos. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens dorment après le repas, font une sieste pour mieux digérer. Donc nous sommes des animaux diurnes, donc c'est pour ça que la période d'action est antinomique, il me semble, avec la prise alimentaire. Alors antinomique, pas exagéré, hein, la plupart d'entre nous, on mange pendant la journée, mais ce n'est pas le meilleur moment. Et il y a
aucun empêchement à manger le soir et on digère comme un bébé. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais bon, voilà, accessoirement, Sandy, tu fais exactement comme tu veux. Ensuite, question de Christine, et bonjour à toute la famille, et à Tao. Christine Auriel, bon Christine, on ne va pas citer tout ton nom. Bonjour Thierry, et merci à toi et ton équipe pour ce formidable travail. Je te remercie et je salue aussi toute l'équipe qui font un super travail, c'est vrai. J'ai des questions d'ordre général au sujet des jus. Y a-t-il une quantité minimum ou maximum à boire par jour pour un réel effet sur notre santé? Alors tu vois, c'est quasi impossible de répondre à cette question parce que... c'est quasi impossible parce que en fait tout va dépendre. Il y a la quantité que tu ingères et il y a la quantité qui réellement rentre dans ton corps. Tu vois, il y a un processus qu'on appelle l'assimilation qui est différent d'un individu à un autre. Mais bon, en général, quand tu te prends déjà 50, 60, 75 centilitres de jus par jour, c'est une sacrée bonne dose. Je pense qu'au-delà, ça ne sert pas à grand-chose. Tu risques même d'avoir trop de minéraux et tu vas les retrouver dans tes urines. Tu vas pisser des minéraux parce que finalement, le corps n'en peut en utiliser qu'une certaine quantité par jour. 50-75 centilitres, ça me paraît une bonne quantité. Une quantité maximale, non, mais boire trop, pour moi, c'est vraiment pas positif. Déjà, quand tu manges des fruits et des légumes, tu as beaucoup de liquide. Donc moi, j'en rajouterai pas en surchargeant en liquide, non. Quelle est selon toi la durée maximum de conservation d'un jus? Je m'explique, on entend tout et son contraire à ce sujet. Certains disent qu'il faut le boire dans les 10 minutes après sa convection, sous peine de ne plus trouver aucune vitamine ou minéraux au-delà de ce délai. Et certains disent qu'on peut le conserver au frais 24 heures. Tiens, regarde, le copain qui rentre de la rivière. On a une belle rivière ici pour se baigner l'été, c'est génial. C'est vraiment superbe, j'espère que vous avez cette chance vous aussi. Alors certains disent qu'il faut le boire dans les 10 minutes après sa confection. Mais c'est toujours pareil, en fait tu peux dire ce que tu veux. Hein. Le truc c'est qu'il faut juste se baser sur des analyses et regarder un petit peu au niveau minéral et tout. Parce que sinon on peut lancer n'importe quoi, 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes, 18 minutes, 18 heures et ainsi de suite. Moi par expérience, je ne vois pas d'altération du goût. S'il est conservé jusqu'à 24 heures au frais avec un petit peu de citron. Et puis après, au pire, il lacto-fermente un petit peu. Si tu peux le consommer dans les 10 minutes qui suivent son pressage, tant mieux. Mais si tu peux pas, c'est une raison pour ne pas en prendre, non, je pense que ça serait une énorme bêtise. Je cite toujours l'exemple de ce gars qui était assez connu, là, qui était camionneur aux États-Unis. Lui, il partait pour des 3, 4, 5 jours avec son camion. Il se faisait du jus pour 3, 4, 5 jours et il le mettait dans son freezer, dans son camion, enfin dans sa glacière. Et c'est un gars qui avait diabète et ainsi de suite. Et bon, au bout de quelques mois, il n'avait plus aucun problème, surpoids, diabète, tout avait dégagé. Donc c'est bien la preuve qu'au niveau nutritionnel, il y avait encore des choses. Donc voilà, y a-t-il des études à ce sujet? Tu poses la vraie question. Non, enfin j'en connais pas. S'il y en a qui en connaissent, ils peuvent le dire. Y a-t-il un danger à ne boire que le même jus? Alors toi tu me dis que tu bois carotte, betterave, une pomme et un citron ou une orange. Tu me dis parce que tu as un extracteur vertical et tout ce qui est vert passe très mal, voire pas du tout. Alors écoute, non, carotte, betterave. Si tu avais beaucoup de légumes verts et que tu les variais pas du tout, je te dirais attention quand même parce que dans les légumes verts, il y a parfois certains principes anti-nutritionnels. Enfin, bon. On nous fait peur avec ça, c'est un peu les épouvantails de service, les lectines, des choses comme ça, les oxalates. Et à force de ne pas changer, si tu consommais de l'épinard en permanence et tout, peut-être que tu aurais quelques soucis. Mais là, si tu es carotte, betterave, une pomme et un citron, non, aucun problème. Vraiment aucun problème, tu peux y aller. Mais non, il n'y a pas d'études à ma connaissance, c'est pour ça qu'après on peut lancer n'importe quoi. On adore. Sur Facebook en particulier, je sais que les gens aiment beaucoup donner leur avis sur beaucoup de choses. En fait, notre opinion n'a souvent que très peu d'importance. L'important, c'est sur quoi on se base pour forger notre opinion. Michael. Bonjour Thierry, je viens d'apprendre que je suis atteint d'une maladie, entre guillemets, ou plutôt d'un syndrome de Gilbert, qui est donc une affection génétique hépatique, de mémoire. J'ai un taux de bilirubine, j'y arrive jamais, de bilirubine. C'est quoi ça? C'est une abeille ou une guêpe? Ah non, même pas, c'est une petite bestiole. Oui. Au niveau des insectes, j'ai une classification qui est très très simple. Il y a les araignées, les abeilles, les guêpes et puis les bestioles. Donc ça fait partie de la catégorie des bestioles. Une jolie petite bestiole. Et j'aime bien les vols erratiques que ça peut avoir.
J'ai un taux de bilirubine élevé, pas loin des 40 mg. Mon gastro m'a annoncé cette maladie suite à ma dernière prise de sang. Prise de sang faite dans une période où je jeûnais. Alors attention, une première chose, attention aux prises de sang pendant que vous jeûnez. Pendant que vous jeûnez, c'est le 14 juillet dans le corps. Globalement, ça pète dans tous les sens. Donc moi si j'étais vous, je ne ferais pas de prise de sang pendant que je jeûne et j'attendrai. Et Michael, moi si j'étais toi, je referai une prise de sang dans quelques temps pour voir ce qu'il en est. Malgré une alimentation saine, les douleurs abdominales et pelviennes sont toujours présentes. J'ai également attrapé des crises d'hémorroïdes il y a quelques mois qui, je pense, sont apparues suite à ce syndrome. J'ai passé 3 échographies en 1 an, 2 radios et des tests urinaires, rien d'anormal, mais j'ai refusé 2 fois la coloscopie et je pense que la cause vient donc de ce syndrome. As-tu des conseils bénéfiques pour améliorer ces problèmes de circulation et atténuer les douleurs sur le long terme? Et merci beaucoup pour tes précisions. Pas grand chose de spécifique, tu sais, hein, pas grand chose de spécifique, toujours la même chose. Hein. Et je ne sais servir qu'une seule et même chose. On en est où là? Ouais, c'est bon, 21 minutes. Je ne sais servir qu'une seule et même chose. Normaliser le terrain. Normaliser le terrain et il y aura une normalisation. Alors tu me dis, voilà, c'est une maladie génétique. Moi, je te réponds toujours la même chose, épigénétique. C'est-à-dire que ta génétique s'exprime dans un contexte, dans un environnement particulier. Là, tu vois, j'aurais du mal à te répondre, Michael. Je ne sais pas comment tu vis au quotidien, dans quel environnement tu vis, qu'est-ce que tu manges, combien tu te reposes, quel exercice tu te donnes, est-ce que tu respires au quotidien. Voilà, autant de paramètres que je ne maîtrise pas. Donc, je ne sais pas. Moi, le seul conseil que je pourrais te donner, déjà, fais une analyse de sang plus tard que le jeûne, déjà. Et on a tendance souvent à établir des liens de causalité qui n'ont pas lieu d'être. Tu me dis, voilà, à cause de ce syndrome, j'ai eu une crise d'hémorroïdes. Non, pour moi, je ne vois pas le lien. Je vois absolument pas le lien. Tiens, la petite bestiole, elle est là. Je vois absolument pas le lien. Moi, ce que je peux te dire, c'est une crise d'hémorroïdes. Ça parle de acidification, inflammation au niveau de tout le côlon. Ça parle de déminéralisation fortement, hein, parce que ça veut dire que les tissus sont affaiblis pour qu'ils saignent à ce point-là. Et une même cause produisant de multiples effets. Tu peux aussi avoir une manifestation au niveau hépatique, une manifestation au niveau pelvien avec des douleurs, ainsi de suite. Moi, je pense que ça parle de fatigue, de déminéralisation et de troubles digestifs, de troubles au niveau du côlon, de congestion et ainsi de suite. Tout ça, ça nous renvoie quand même vraiment beaucoup sur le système digestif. Donc, je ne sais pas, moi, si j'étais à ta place, chose que je ne suis pas, je passerai un peu de temps à nettoyer mon système digestif, à purger un peu la machine, un lavement et ainsi de suite, un mélange de plantes pour drainer tout ça, des jus, comme s'il en pleuvait, comme disait l'ami Romain. Voilà, histoire de nettoyer un peu tout le système. Comme j'ai des tas de vidéos sur le système digestif, tu peux aller taper dedans. Je commencerai par ça, je referai une petite analyse et je ne m'affolerai pas trop. Voilà. Catherine qui nous dit: j'ai commencé un jeûne sec et au bout d'1 jour et demi, j'ai eu des crampes assez violentes partout dans le corps. J'ai renoncé et repris à boire, mais il a fallu autant de temps pour que les crampes cessent. Je suis obligé, entre guillemets, de consommer du magnésium chaque jour à cause de crampes dues à la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Je suis porteuse saine, c'est-à-dire rien d'autre que des crampes. Le manque d'eau a été un peu violent. Le jeûne sec ne s'adresse peut-être pas à tout le monde. Disons que, toujours pareil, je dis toujours... que ce soit pour le jeûne ou le jeûne sec, ça demande de l'adaptation à ton corps. Donc commence d'abord par des toutes petites sessions, une demi-journée, une journée. Puis si ça se passe bien, tu augmentes. Il ne faut pas aller trop fort. Il y a peut-être, effectivement, il y a des personnes pour qui au début ça va être trop dur parce que leur capacité adaptative n'est pas assez grande. Si toi tu as un problème au niveau du métabolisme du magnésium par exemple, effectivement ça peut causer un souci. Mon fils, lui, est atteint gravement avec malformation des pieds, des mains dites mains de singe, tremblement. L'alimentation peut-elle avoir un impact sur cette maladie génétique à dégénérescence progressive? Il a 26 ans et pour l'instant ça va. D'ailleurs, il s'installe comme maraîcher bio. Le truc, c'est que de toute façon, je vais te dire, ce qui t'est promis à côté de ça, c'est dégénérescence progressive. Donc, qu'est-ce qu'il a à perdre à essayer de réformer son alimentation en rajoutant beaucoup plus de fruits et de légumes, se donner du temps de repos, privilégier un environnement sain en évitant les pollutions électromagnétiques, chimiques et ainsi de suite, mettre un peu au clair ses relations avec les autres, voilà. Qu'est-ce qu'il a à perdre? De toute façon, on te promet une dégénérescence progressive, voilà ce que te promet le système classique. Donc je veux dire, tu as tout à gagner, et il risque de gagner beaucoup. Donc voilà ce que je peux te dire, je ne peux pas te dire grand-chose d'autre. À essayer quoi, et à témoigner après. On parle beaucoup de jeûne aujourd'hui. Je vois qu'il y a une deuxième question sur le jeûne.
Valérie, bonjour et merci. J'ai fait 2 jeûnes qui m'ont fait perdre mon excès de poids et que je n'arrivais pas à perdre malgré le sport. Et depuis quelques années, je ne fais qu'un repas le soir sans graisse. Viande, beurre, pain, etc. Seul un jeûne de 7 jours en travaillant m'a fait fondre. Ça fait 1 an et j'ai repris 2,3 kg et j'avais perdu 10 kg. Depuis des jus, je fais des jus et souvent mon eau diète avec des noix, amandes, graines, courges, tournesol. Mon intestin reste encore très sensible. Avant, je gonflais pour en rien. Donc, j'aurais encore besoin d'infos sur la flore intestinale. Des infos sur la flore intestinale. Je réfléchis pour donner une réponse qui pète un petit peu, tu vois, qui ne soit pas toujours la même, parce que sinon, je me dis, vous allez vous lasser, vous allez décrocher. Toujours pareil. Il faut déjà vous mettre dans la tête que votre flore intestinale, c'est une signature unique. Hein, l'ensemble des microbes, virus, bactéries, champignons, levures, enfin, tout cet ensemble de micro-organismes et virus, ils vous sont propres. C'est une signature qui est propre. Vouloir l'influencer de l'extérieur me paraît totalement vain, définitivement vain. Le meilleur moyen pour moi de permettre une bonne restauration de la flore intestinale, c'est de mettre le système digestif au repos, de lui foutre la paix et de le laisser faire sa petite épicerie lui-même. Donc, je te dirais, mon intestin reste encore très sensible. A priori, il a diminué en sensibilité. Peut-être qu'il faudra encore quelques séries de jeûnes de manière à vraiment rééquilibrer tout ça. Après, il y a aussi, alors, ça peut être aussi simplement les tissus qui sont irrités. Si c'est les tissus qui sont irrités, pareil, le jeûne va être souverain, mais tu peux avoir aussi, je n'allais pas dire l'eau de coco, mais si. Il n'y en a jamais assez de coco. Il faudrait faire des maxi cocos, ou plusieurs cocos à la suite, tu vois, des 3 cocos en fait. Tu as des plantes comme l'aloe vera, par exemple, le psyllium, enfin, c'est la graine d'un plantain, hein, le psyllium, qui va avoir des effets très adoucissants sur les intestins. Ça peut y participer, mais franchement, tu as un système digestif qui est irrité, qui s'enflamme, du repos au repos pour le système digestif. Je ne sais pas encore quoi dire d'autre, vraiment. Voilà. Question de Fatima. Ah, il y a quelque chose qui tombe là. Oui, on est en pleine montagne, il y a quand même du bruit. On arrive à faire des bruits. Fatima. Endométriose et adénomyose. Quelle est l'origine de ce dysfonctionnement et les réponses qu'on peut y apporter? Alors, l'endomètre, c'est du tissu qui se situe à l'intérieur de l'utérus. L'endométriose, c'est du tissu utérin qui se développe en dehors de l'utérus. Et l'adénomyose, c'est du tissu utérin qui se développe dans la paroi du muscle de l'utérus, de mémoire. Quoi faire? Écoute, je peux t'apporter un témoignage, parce que les raisons, les causes, franchement, elles sont multiples, difficiles à cerner, enfin, je suis pas compétent. Par contre, je peux t'apporter un témoignage, vraiment ce que j'ai vu de très efficace, au moins sur une personne, si ce n'est peut-être 2 même de mémoire. C'est vraiment le renforcement tout azimut du terrain, et en particulier la pratique des bains froids. Alors il y en avait une qui faisait des bains froids complets, hein, bains froids de tout le corps, l'autre qui faisait simplement des bains de siège froids, avec le renforcement, l'hypervascularisation que ça a pu causer, hein, parce que c'est toujours pareil, quand tu fais des bains froids, le froid suscite une réaction chaude de l'organisme, une réaction circulatoire de l'organisme. Avec ça, vraiment ça a dégagé relativement rapidement. Donc on peut imaginer qu'une bonne revascularisation de cette zone. D'ailleurs, l'endométriose, on dit parfois que quand les femmes sont enceintes, finalement, l'endométriose disparaît. Et c'est intéressant parce que pareil, quand une femme est enceinte, au niveau circulatoire et tout, c'est le gros boost hormonal, gros boost circulatoire et ainsi de suite. Donc il y a certainement quelque chose à voir du côté de l'épuisement. Et donc avec les bains froids, bains de siège froid, je pense qu'il y a une très bonne piste à creuser, entre autres. Et puis réforme de l'alimentation, enfin, c'est la base. Alex, ondes scalaires. Bonjour à vous deux, je me soigne depuis un moment avec les ondes scalaires. Pourriez-vous aborder le sujet dans une de vos vidéos? Je suis passé d'un état d'épuisement total à un retour à la normale en quelques jours seulement et c'est gratuit comme le jeûne. Les ondes scalaires, c'est ce sur quoi a travaillé Nikola Tesla de mémoire. Je ne suis pas très calé là-dessus. En plus, je ne m'y suis pas particulièrement intéressé parce qu'en plus, dans ce domaine-là, on rencontre aussi du grand n'importe quoi. Et je ne dis pas que
c'est du grand n'importe quoi. Je dis qu'on rencontre du grand n'importe quoi. Ou alors peut-être que je suis un peu trop formaté par ma formation de physicien pour accepter ce genre de choses, c'est possible aussi. Je ne suis pas compétent. Après, tu me dis que tu es passé d'un état d'épuisement total, parce que si tu parles vraiment d'épuisement total, je sais ce que c'est que l'épuisement total, à un retour à la normale en quelques jours, je suis sceptique. Je ne dis pas que ce que tu dis est faux, je dis juste que je suis sceptique sur ce qui a mené à ce retour-là. Peut-être que je passe à côté de quelque chose, en tout cas je ne suis pas compétent. Je suis désolé. J'essaierai de regarder ça un peu plus, mais je ne suis pas compétent. Question de Nati. Coucou Thierry et Pierre. Salut Nati. J'ai un déchaussement dentaire qui évolue à vitesse grand V et qui commence sérieusement à me faire peur. Est-ce dû aux fruits? Comment veux-tu que je sache? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu te demandes pourquoi est-ce que tu demandes si ça pourrait être dû aux fruits? Parce que tu manges beaucoup de fruits? Parce que tu manges beaucoup de fruits acides? Parce que tu vois, voilà, à part qu'on m'amène un poulet et que je puisse lire dans ses entrailles, je ne vois pas trop comment je peux savoir si c'est dû aux fruits pour toi, là, dans ces circonstances. Donc c'est impossible, c'est de la divination. Que faire pour inverser le processus? J'ai également un grain de beauté qui évolue pas joliment. Que faire en cas de cancer de la peau? Tu vois, sérieusement, honnêtement, c'est impossible de répondre à des questions pareilles. C'est juste totalement impossible. Ce sont des manifestations symptomatiques d'un trouble du terrain. Il s'agit de permettre au terrain de se rééquilibrer. Et pour rééquilibrer un terrain, on connaît les chemins. On connaît les chemins pour laisser un terrain se rééquilibrer. Il faut le laisser se rééquilibrer. C'est-à-dire qu'il faut lui offrir des temps de repos suffisants pour que le terrain puisse se rééquilibrer. Quand on parle de déchaussement dentaire, on parle souvent de déminéralisation. On parle aussi, en grande partie aussi, d'une flore bactérienne, une flore microbienne déséquilibrée au niveau de la bouche. Mais si elle est déséquilibrée au niveau de la bouche, c'est parce que souvent le pH de la salive, le milieu salivaire est beaucoup trop acide. S'il est trop acide, c'est que tout le milieu intestinal est beaucoup trop acide. Donc ça veut dire que tout le terrain digestif s'est trop acidifié, qu'il y a de l'inflammation, qu'il s'agit de désacidifier tout ça, d'apporter des minéraux en suffisance, d'apporter du repos. Enfin, toujours la même chose. Et pour le grain de beauté qui évolue pas joliment, que faire en cas de cancer de la peau? C'est trop général, là. Je ne peux pas faire grand chose avec ça, je suis désolé, ça demanderait vraiment à rentrer, à comprendre ton mode de vie, à voir exactement où il peut y avoir quelque chose qui empêche. Je te dis une chose, tu es vivante, et parce que tu es vivante, ton corps va spontanément vers l'état de pleine santé. C'est sa direction naturelle. Tu le lâches, tu le laisses seul, il part vers la pleine santé. Alors tu vas me dire, mais alors comment se fait-il que je ne manifeste pas la pleine santé? Ton corps a beau aller spontanément vers la pleine santé, imaginons, il part spontanément vers le nord, ton corps. C'est la pleine santé, c'est le nord. Il part spontanément vers le nord. Mais si toi, délibérément ou inconsciemment, sans en prendre la mesure, tu fais chaque jour 2 pas vers le sud, si lui fait un pas vers le nord, au final, même s'il va spontanément vers le nord et vers la pleine santé, toi, tu vas objectivement aller vers le sud et vers la mauvaise santé. Donc, laisser le corps aller spontanément vers ce vers quoi il va, c'est-à-dire l'état de pleine santé. Je ne vois pas d'autres réponses à apporter. Voilà, j'espère que ça aurait répondu à tes questions. Très brièvement. Jérémy, bonjour, jeûne intermittent depuis 2 mois environ, un seul repas par jour. Depuis une semaine, grosse fatigue mentale, irritabilité, perte d'espoir, etc. Est-il possible que ça soit lié au jeûne? Oui, je pense. Je pense que ça signale simplement que là, tu sais, voilà, quand jeûne intermittent, un repas par jour, c'est un peu moins radical que le jeûne absolu, donc ça met un peu plus de temps à se mettre en branle. 2 mois, c'est vraiment costaud. Je pense qu'au bout de 2 mois, le corps il commence vraiment à taper dans ses déchets toxiques profonds. Et tu as tout ça qui est remis en circulation, cette irritabilité, généralement. Là aussi, je suis pas devin, mais il y a des fortes chances que ça soit lié certainement à une saturation des émonctoires. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que peut-être pendant un temps, je lâcherai un petit peu, on me mettrait à faire 2 repas par jour pour ralentir un peu le rythme des détoxifications. Et à côté de ça, je favoriserai vraiment un gros nettoyage au niveau des émonctoires. Tu as un mélange, moi que j'adore, de plantes qui s'appelle Pure Élimination, qui dépote à ce niveau-là. Peut-être quelques lavements, du sauna pour transpirer, c'est l'été, ou alors tu te mets dans ta bagnole avec le chauffage à fond et puis tu roules en plein été, en plein cagnard. En tout cas, éliminer par la peau, brossage à sec, favoriser la sortie par les émonctoires, travail respiratoire pour éliminer à ce niveau-là. Ça me paraîtrait vraiment la bonne option. Voilà, écoute, je crois qu'il me reste une petite question. On l'aura bouclé rapidement, ce question-réponse, c'est chouette. Enfin, c'est chouette, je ne sais pas pour vous, pour moi c'est bien parce qu'il va y avoir d'autres choses à faire après.
J'aimerais savoir comment s'y retrouver au sujet des oxalates, des lectines, des FODMAP qui sont dans un très grand nombre d'aliments. Comme Thierry enseigne que l'inflammation est responsable de bien des maux. Alors l'inflammation n'est pas responsable de bien des maux. L'inflammation est constitutive à bien des déséquilibres dans l'organisme. L'inflammation est un processus réparateur de l'organisme. C'est un signal, si tu veux. C'est un signal qu'il y a une accumulation toxique que le corps ne sait plus gérer. Mais l'inflammation n'est pas un problème, c'est une solution. Par contre, elle signale, elle est corrélée à quelque chose. Alors, comme Thierry enseigne que l'inflammation est responsable de bien des maux et que les oxalates lectines en sont une cause, comment éviter l'inflammation alors? Cette question est d'intérêt général pour les vidéos. Je remarque que les jus proposés ne sont plus des jus verts comme avant, en serait-ce la raison? Non, pourquoi j'ai pas fait de jus vert? Des jus verts. Je ne sais pas. J'ai fait moins de jus là cette année parce qu'au niveau logistique c'était plus compliqué. D'ici peu, je vais avoir un studio pour faire les vidéos. On est en train de finir là, les enduits chaud chanvre sur les murs, un truc magnifique. Là, on va avoir un vrai studio pour tourner, ça me permettra de plus facilement faire des recettes. Parce que des fois, quand il faut faire les recettes, alors c'est super beau en pleine nature les recettes, mais alors c'est très compliqué au niveau logistique. Ça me prend, pour tourner 20 minutes de recettes, il me faut 1h30, 2 heures de mise en place. Et des fois, c'est pas possible. Donc j'ai fait beaucoup moins de recettes. Mais non, moi, à titre personnel, je me fais beaucoup de jus vert, beaucoup de jus vert, il n'y a pas de problème. Je varie simplement. Comment éviter l'inflammation liée aux oxalates, aux lectines? Tu sais, franchement, je doute que le niveau inflammatoire généralisé que l'on constate actuellement dans la population soit dû à trop d'oxalates et de lectines. Ça m'étonnerait vraiment. Je ne pense pas que c'est le vrai problème. Donc, moi, la règle que je donne toujours, c'est varier les légumes verts. Varier, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Ça serait le plus simple. Mais ouais, il ne faut pas se leurrer, quoi. Je veux dire, s'il y a un état d'inflammatoire généralisé, c'est lié au manque de repos, à l'hyperactivation du système nerveux sympathique, à tous les polluants environnementaux qu'on retrouve dans notre alimentation, dans notre air, dans notre eau, dans les vêtements que nous portons, dans l'air que nous inhalons et ainsi de suite. Mais certainement pas une trop grosse consommation de lectines et d'oxalates. Il faut bien voir que la plupart des gens, quand ils croisent un épinard, ils s'enfuient en courant, quoi. Enfin, je veux dire, globalement, c'est quand même relativement... La surcharge en oxalates et en lectines, elle est absente de notre alimentation. Ça voudrait dire que les gens consomment trop de légumes verts. Alors, tu vas me dire, peut-être chez des personnes qui consommeraient énormément de jus vert et qui ne varieraient pas leurs ingrédients, oui, mais ça correspond quand même à une part extrêmement congrue de la population. Donc, je doute que ça soit vraiment le problème. Mais bon, règle générale, variez vos verdures dans les légumes, dans les jus verts. Variez de toute façon. Permettez. Vous ne connaissez pas les besoins de votre corps. Alors il y a un indicateur clair des besoins de notre corps, c'est notre goût. Tu vois, tu vas être attiré par un fruit, par un légume en particulier. Mais enfin bon, vous ne le connaissez pas. Donc il me semble qu'au quotidien, la meilleure des attitudes, c'est de lui apporter la plus grande diversité de produits pour qu'il puisse puiser là-dedans et faire son petit business. Et c'est pas à nous de le faire, c'est au corps de le faire. Nous, on est juste là à contempler, à dire well, ça marche comme ci, ça marche comme ça, tu te sers, il y a les saisons qui passent et ainsi de suite, et tout roule comme ça. Ça a toujours roulé comme ça. On se pose des problèmes. Je pense quand même que la diététique et l'esprit diététique, les explications, tu vois, les oxalates et les lectines, globalement, à part la boîte à poux, il n'y a personne que ça intéresse, quoi. Je veux dire, techniquement... c'est pas tripant, quoi, comme sujet, quoi. Les oxalates et les lectines dans notre alimentation. Pour moi, c'est quand même un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais au niveau de notre conception de l'alimentation. Elle devient trop compliquée, elle prend trop de place. Varie, reste calé sur les saisons, et ce genre de problème n'existera pas. Voilà la meilleure réponse que je pourrais donner. Et on a bouclé notre question-réponse. J'espère que pour vous, ça a été un grand plaisir. Pour moi, oui. J'ai pris un petit moment de pause dans l'après-midi. On va retourner sur le chantier, parce qu'on a un gros chantier là au niveau des locaux de l'association, et ainsi de suite. Moi aussi, je travaille sur ma baraque. Je suis en train de reconstruire toute ma baraque cet été. Donc c'est un gros travail, mais c'est jubilatoire de construire sa maison. Je m'amuse énormément. J'espère juste qu'on aura terminé pour l'hiver. Si j'ai pas terminé, je lancerai un appel au mois d'octobre, si c'est un peu à l'arrache. S'il y en a qui ont des compétences en autoconstruction et qui veulent venir filer la main, peut-être qu'en octobre, on vous offre de quoi manger. Si vous avez un petit temps à nous filer, je crois que ça ira bien, parce que sinon ça va être un peu compliqué à la fin de l'automne si on ne peut pas réintégrer la maison. Mais bon, on en reparlera. Moi, en tout cas, je vais retourner au chantier. Je vais aller me faire un petit bain froid. Je vous montrerai comment je fais mes bains froids. Vous verrez, quand on parle de bains froids en Catalogne, c'est vraiment des bains froids. Des bains très froids. Mais vous allez voir, pour le plus grand bien. Tout ça, ça va venir.
tout ça c'est le programme qui vous attend parce qu'il y a toujours du nouveau sur Régénère. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous rappelle un petit peu les petits rendez-vous, parce que là dans les questions-réponses il n'y a pas de page de pub, la pub elle est intégrée. Les petits rendez-vous, ce stage, je vous mets le lien juste en dessous, construction de poêle de masse, vous allez apprendre un truc extraordinaire, vous allez apprendre à reconsidérer le feu, à comprendre comment le feu fonctionne. En fait, quand j'ai rencontré ces deux gars-là, Yacine et Christophe, je me suis dit, puis il y avait Bruno avec eux à l'époque, Bruno que je salue s'il regarde cette vidéo, je pense très fort à lui. En fait, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas les principes du feu. Donc en fait, je faisais du feu sans connaître les principes. C'est exactement comme pour le corps humain. Si tu connais les principes, tu as toutes les manettes. Et là, tu vas pour le meilleur. Ben, eux, ils vont vous apprendre les principes du feu. Et quand vous connaîtrez les principes du feu, vous comprendrez pourquoi tous nos systèmes de chauffage actuels, ils sont assez médiocres en termes de rendement. Et comment on peut faire avec relativement peu de moyens, beaucoup mieux. C'est jubilatoire. Ce stage, ça va être chouette. Et en plus, vous construirez le poêle de masse de l'association. Donc, vous contribuerez à ce qu'on ait chaud cet hiver quand on travaille pour vous. C'est top. Vous pouvez vous inscrire, il y a le lien. Sinon, je vous rappelle que le stage résidentiel au Masbéric, lui, est complet. Il reste pour cet automne les formations à Paris. Il reste encore des places sur les formations à Paris. Tout n'est pas parti. Au niveau théorique, ça va être béton. Donc, je vous encourage vraiment à ce qu'on se retrouve sur Paris. Il n'y aura pas la phase expérimentale qu'il peut y avoir au Masbéric. Mais bon, ça sera déjà pas mal du tout. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Rien de particulier. Vous pouvez vous abonner à ces vidéos si vous les découvrez, si elles vous apportent quelque chose. Vous pouvez balancer un petit pouce bleu. Et puis, si vous avez du temps, que vous êtes sur la plage, vous pouvez aller vous balader sur la boutique de notre partenaire Régénérescence qui va vous proposer des extracteurs de jus, des mélanges de plantes, des tas de produits testés, validés pour participer à cette culture du vivant. Et en plus, comme je vous l'ai dit déjà multiples fois, chaque fois que vous achetez chez eux, il y a une petite commission qui nous revient et ça nous aide à vivre, à fonctionner et à continuer à produire du contenu vidéo de qualité et gratuit. Je vous souhaite une bonne régénération, à très bientôt. Bye bye. Et bonne coco.